Voilà mes conflits d'intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les téléangiectasies maculaires ? Déjà un peu d'étymologie. Donc, téléangiectasie, ça vient du grec. Télos, angeios, ectasis, ce qui veut dire télé à distance, comme télémédecine. Angeion, les vaisseaux. Ectasis, une ectasie. Donc, ce sont des ectasies à la fin des vaisseaux. Et ensuite, on peut faire aussi un peu d'histoire. Donc, le premier à avoir décrit les téléangiectasies dans la rétine, c'est Van Graeff, en 1808. Puis ensuite, il y a eu Coates en 1908, Rees en 1956, Gass en 1977, et puis la fameuse révision de la classification par Gass et Blody en 1993, avec ces fameuses 3 classes de téléangiectasie maculaire, qu'ils ont appelées idiopathic juxtafoveolar retinal téléangiectasis. Et en image, c'est comme ça. C'est les téléangiectasies de type 1, qui sont des anomalies plutôt congénitales développementales de téléangiectasie maculaire, très bien visibles au fond d'œil, par opposition au type 2, on va le revoir, qui sont exsudatives et qui sont associées à vraiment un réseau capillaire anormal, beaucoup trop bien visible, comme on a l'habitude de voir dans le Coates. Donc dans les téléangiectasies maculaires de type 1, il va y avoir des téléangiectasies dans la macula, mais pas de téléangiectasie périphérique, et c'est ce qui fait la différence avec la maladie de Coates. Donc il y a plusieurs appellations. On dit aussi anévrisme miliaire de Leber ou téléangiectasie maculaire de type 1. Donc voilà une image ici où on voit très bien cette téléangiectasie maculaire. Il y avait 2 sous-groupes. Le groupe 1A, visible exsudative, et le groupe 1B, visible exsudative, mais focale, pas diffuse. C'est souvent en temporomaculaire, et on voit qu'il y a une diffusion importante de ces téléangiectasies maculaires de type 1 sur l'angiographie. Voilà, MacTel type 1. Apparenté au Coates, développemental, plus fréquent chez les hommes, comme le Coates. Et ce sont de vieux OCT pour montrer qu'il y a de véritables œdèmes maculaires, pas juste des cavitations de la rétine. Et donc, c'est très exsudatif. Et en miroir, par opposition, donc dans cette classification de 1993, il y avait le groupe 2 des téléangiectasies maculaires, qui sont des téléangiectasies plutôt occultes, mal visibles à l'examen du fond d'œil, et qui ne sont pas exsudatives, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'épaississement rétinien en OCT, bien qu'il y ait une diffusion sur l'angiographie à la fluorescéine. Et il y avait un groupe 2B qui était familial, parce qu'il y avait chez les jumeaux homozygotes des formes familiales. C'était décrit déjà depuis très longtemps. Donc MacTel type 2. Cette classification de 1993, elle a été revue par le professeur Iannuzzi en 2006. Et vous voyez que sur ces classifications initiales, c'est intéressant de voir l'évolution des classifications et du savoir scientifique. Tout était vraiment centré sur les anomalies vasculaires. Les téléangiectasies, c'est le mot, c'est l'appellation. Donc au départ, des formes infracliniques avec des téléangiectasies juste au niveau du réseau profond, qui ne sont pas vraiment visibles à l'examen clinique. On va avoir cette diffusion très minime sur l'angiographie à la fluorescéine, toujours en temporomaculaire. Le type 2 avec des téléangiectasies du réseau superficiel. Le type 3 avec des proliférations beaucoup plus visibles, jusque sous la membrane limitante interne. Et puis le stade 4, qui était l'apparition d'une néovascularisation sous-rétinienne, qui peut compliquer, qui peut émailler l'évolution des MacTel type 2. En réalité, pas seulement à la fin, mais à tous les stades, il peut y avoir des néovaisseaux qui apparaissent. Donc, ces téléangiectasies maculaires de type 2, c'est une maladie rare. La prévalence, elle est estimée aujourd'hui à 0,1% après 40 ans. Très hétérogène cliniquement, avec un sexe ratio qui est à 1, par opposition aux MacTel type 1, qui sont plus fréquentes chez les hommes, comme je vous l'ai dit. Le diagnostic, il est fréquent entre la 5e et la 6e décade, avec un syndrome maculaire, des difficultés à la lecture, des métamorphopsies, des microscotomes paracentraux, et la progression de la maladie est très lente. L'acuité visuelle peut être conservée jusqu'à 70-80 ans dans cette pathologie. Il y a une perte du reflet fovéolaire. Vous voyez cet aspect blanchâtre, un peu grisé, qui commence en temporomaculaire et qui s'étend ensuite à toute la macula de façon ovalaire. Des téléangiectasies qui sont souvent mal visibles au fond d'œil. Des veines dilatées à angle droit, du pigment, des cristaux et des néovaisseaux secondaires qui peuvent émailler l'évolution à tous les stades.
La sémiologie OCT est très reconnaissable, avec non pas des œdèmes exsudatifs, mais des cavitations ou des cavités ou des pertes tissulaires, aussi bien au niveau de la rétine interne que de la rétine externe, ces fameuses disruptions ou interruptions de la ligne ellipsoïde ou ISOS selon les écoles. Des lignes hyperréflectives ou des lésions hyperréflectives qui peuvent correspondre aux pigments cliniquement ou pas, qui peuvent être intra- ou sous-rétiniennes, de véritables atrophies de la rétine externe dans les stades terminaux, et puis des trous lamellaires ou des trous maculaires complets qui peuvent aussi émailler l'évolution. Le cliché en autofluorescence est précieux parce qu'il va mettre en évidence cette perte de l'hypo-autofluorescence physiologique par déplétion du pigment maculaire. Alors, je vous montre cette vidéo d'une dynamique, en fait, d'une angiographie. C'est une vidéo que je dois au professeur Yanoudi. Là, vous avez l'angiographie, le film de l'angiographie qui vous montre au temps précoce la visualisation des téléangiectasies. Et puis vous allez voir cette diffusion très importante au fil de la séquence angiographique au bout de quelques minutes. Et cette discordance entre cette diffusion très importante et l'absence de véritable œdème maculaire sur l'OCT. Si on fait des anti-VEGF, voilà ce qui se passe sur les mactèles non néovasculaires. On va réduire très fortement cette diffusion des téléangiectasies. Mais pour autant, cette amélioration de la diffusion angiographique n'est pas corrélée à une amélioration fonctionnelle. Et pourquoi? Donc ça, vraiment, l'évolution des méthodes d'imagerie et de l'imagerie a permis vraiment d'avancer sur la compréhension des mactèles, et notamment avec de très beaux travaux en OCT angiographie. Ça, c'est un travail de l'équipe du Dr Spade, qui montrait en OCT angiographie et en volumétrie les différents réseaux capillaires. En bleu, le réseau superficiel, en rouge, le réseau profond, et en jaune, des vaisseaux profonds complètement anormaux qui s'étendent en externe du réseau profond. Donc une localisation où il ne devrait pas y avoir, normalement, dans la rétine externe, dans les photorécepteurs, deux vaisseaux. Et quand on transparise les couches bleues et rouges, on voit beaucoup mieux ces vaisseaux jaunes anormaux, profonds, au niveau de la zone avasculaire. Et vous verrez que ces vaisseaux anormaux correspondent exactement en imagerie multimodale aux zones qui diffusent en angiographie à la fluorescéine en croissant temporale. Donc ce sont ces vaisseaux anormaux qui diffusent. Ce ne sont pas les réseaux capillaires superficiels ou profonds comme on a pu l'imaginer. L'OCT angiographie permet aussi d'analyser très finement cette espèce de traction des réseaux capillaires en temporale et ces veines dilatées à angle droit. Et ça a permis d'élaborer une séquence physiopathologique un petit peu différente finalement. Est-ce que c'est primitivement une maladie des vaisseaux ou est-ce que c'est primitivement une maladie neurodégénérative de la rétine externe? Et en effet, maintenant il y a tout un cortège d'études, pas seulement d'imagerie, qui parlent d'une déplétion initiale, en tout cas très importante des cellules de Muller, avec un amincissement de la couche des photorécepteurs, une dérégulation du plexus capillaire profond, et puis ces capillaires qui deviennent anormaux et qui s'étendent au niveau de la rétine avasculaire, finalement en externe du plexus profond, qui viennent plonger jusqu'à développer de véritables néovaisseaux sous-rétiniens. Et donc, il y a complètement un changement de paradigme dans la compréhension de cette physiopathologie. Ça va être essentiel pour comprendre aussi les essais cliniques qui ont été faits. Parce qu'au début, on pensait que c'était une maladie vasculaire. Donc, on a essayé des anti-VEGF. Puis ensuite, on a compris qu'en réalité, c'était plutôt primitivement une maladie neurodégénérative des photorécepteurs. Et vous savez que le VEGF est plutôt protecteur sur les photorécepteurs. Donc il y a un rôle central des cellules de Muller et de leur dégénérescence parce que les cellules de Muller ont cette particularité d'avoir un rôle trophique, de soutien, d'homéostasie, de contrôle à la fois des photorécepteurs et des vaisseaux. Donc elles ont aussi un rôle dans le maintien des barrières hémato-rétiniennes. D'où finalement cette double sémiologie dans les mactèles, à la fois vasculaire et neurodégénérative. Il y a aussi une composante génétique qui est maintenant bien montrée, avec différentes études qui montrent une transmission dominante à pénétrance variable, ce qui rend ces études génétiques plus complexes. Alors, je vous montre cette revue de la littérature qui a repris tous les essais finalement de traitement dans les mactèles type 2 non néovasculaires. Et on peut voir qu'il y a eu de très nombreuses études au début dans les années 2010 qui semblaient, dans les case series, les études rétrospectives, indiquer un bénéfice au moins structurel et peut-être fonctionnel des anti-VEGF. Mais en réalité, quand on va aller regarder les essais cliniques, les études prospectives qui ont été faites du coup par la suite, eh bien, ces études prospectives de cohorte 2B n'ont pas montré de bénéfice du tout des anti-VEGF, voire même peut-être un doute sur une aggravation de la neurodégénérescence des photorécepteurs.
Et ça a été montré sur plusieurs essais randomisés. Donc on a essayé plusieurs fois, parce que c'est Churchill qui disait le succès, c'est de rebondir d'échec en échec avec le même enthousiasme. Donc on a réessayé plein de fois, mais non, vraiment ça ne marche pas. En revanche, on peut faire des anti-VEGF quand il y a des néovaisseaux, bien sûr. Donc les classifications, elles aussi, ont évolué en fonction finalement de ce qu'on voulait avoir comme endpoint dans les essais cliniques. Et quand on a compris que les télangiectasies n'étaient pas, et leur exsudation n'était pas le endpoint, on a fait une classification basée vraiment sur la dégénérescence des photorécepteurs, avec une classification de ces défects de l'ellipsoïde et leur stadification, parce que ça, c'est corrélé à la fonction visuelle dans les MACTEL. Et à partir de là, il y a des essais qui sont pour l'instant très prometteurs, bien que débutants, sur les implants de CNTF en intravitréen. Et notamment en 2018, un essai d'Emily Chou en phase 2B, qui a inclus 67 patients, qui est positif pour l'instant, qui montre une réduction a priori de 35% de la progression des défects de la ligne ellipsoïde dans les MACTEL type 2. Donc à confirmer sur de plus larges cohortes, mais des résultats intéressants et prometteurs. Tout ça est permis, tout cet élan de recherche sur cette maladie rare est permis par le MACTEL Project. Et en résumé, vous savez que c'est une maladie neurogliovasculaire de la macula. Le rôle des dégénérescences de cellules de Müller centrale est essentiel. C'est rare et c'est rare et de progression lente et très hétérogène cliniquement. Et c'est bien pour ça que c'est très difficile de faire des essais cliniques randomisés contrôlés. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de traitement validé avec un haut niveau de preuve. Les IVT d'anti-VEGF ne sont pas recommandés dans les formes non néovasculaires et il y a un espoir important qui est lié au CNTF intravitréen. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.